am so proud to have served as vice president to Joe Biden. And two, I am so proud to be running with Tim Walz for president of the United States and to bring America what I believe the American people deserve, which is a new way forward, and turn the page on the last decade of what I believe has been contrary to where the spirit of our country really lies. Tourner la page sur les dernières 10 années de l'histoire politique de notre pays. Raphaël Jacob, Catherine Loubier, Michel Auger, première entrevue donc de Kamala Harris. Et l'intervieweuse a répondu tout de suite après, « Oui, mais ça fait quand même 3 ans et demi, 4 ans que vous êtes au pouvoir. Là. On tourne sur 10 ans, moins 4, vous voulez dire. » Petit extrait, mais d'abord, premier tour de table sur a-t-elle atteint ses objectifs, selon vous, Raphaël? Elle étant Mme Harris ou Mme Bash, la journaliste de CNN? Non, Mme Harris. OK, parce que dans les deux cas, je vous aurais donné la même réponse, Patrice. Il n'y a personne hier soir qui s'est planté, mais disons qu'il n'y a personne non plus qui a brillé, à commencer par la journaliste de CNN, qui était dans une position, on sait, qui était extrêmement difficile à la base, a semblé nerveuse tout au long de l'entretien. Et au final, a talonné Mme Harris sur à peu près rien. Il y a eu très, très peu de questions qu'on appelle dans le milieu journalistique de suivi. Et Mme Harris a été libre essentiellement, sans dire n'importe quoi, de donner des réponses extrêmement vagues, extrêmement larges et dans plusieurs cas, en fait, de carrément ne pas répondre à la question de façon directe. On va y revenir. On a 3-4 extraits. Mais très, très rapidement, Mme Harris n'a pas fait de gaffe et sans soi, pour elle, c'est mission accomplie. Bon. Je reviendrai sur l'entrevue, parce qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de questions de relance. Et ça, c'est quand il y a une certaine nervosité, puis elle avait son plan, la journaliste. Mais Catherine, l'impression générale? Catherine? Catherine, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui? Okay. Oui, je vous entends. Impression générale de cette entrevue? Impression générale, c'est pas un événement, je suis ici aux États-Unis, c'est pas un événement super important aux États-Unis. Ici, les j'en parle pas beaucoup. C'est pas l'ampleur du discours à la Convention démocrate, c'est certain. Je ne pense pas que ça va changer le vote. D'ailleurs, les blocs de vote démocrates et républicains sont bien ancrés. Et je ne pense pas que ce débat-là va changer la donne. Par contre, elle n'a pas fait d'erreur, comme le dit mon collègue Raphaël. Elle s'est finalement un peu aventurée au centre avec ce qu'elle nous a dit durant cette entrevue-là pour aller chercher les votes dont elle a vraiment besoin pour gagner malgré son avance ces jours-ci, quitte à piler sur la peinture sur des positions qu'elle avait pris dans le passé. Là. Comme le fractionnement, on y reviendra. On aura des extraits. Michel C., impression générale. Madame Harris a passé le test sans difficulté, mais c'est parce que c'était un test sans difficulté, justement. Moi, je n'ai pas compris que CNN fasse quelque chose d'aussi, passez-moi l'expression anglaise, softball que ça. En plus, normalement, quand on fait une entrevue comme ça, je ne demande pas que ça soit nécessairement l'entrevue très extraordinairement serrée et tout, mais on ne fait pas du montage. Là, on avait l'impression d'être dans une émission où on avait des bouts d'entrevue. Ça, moi, j'ai moins aimé ça. Je pense que si on veut avoir un peu de savoir ce qu'elle a dans le ventre, là, il va falloir attendre le débat avec M. Trump. Oui, effectivement. Ça pouvait être très frustrant. Et comme intervieweur, effectivement, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est que ce n'est pas dans le ton qu'une entrevue est serrée. Elle aurait pu être aussi souriante, aussi douce. C'est dans le nombre de fois qu'on pose une sous-question. Et 3 fois, il y a plein d'exemples où elle n'est pas allée dans la 2e et 3e sous-question. Et c'est ça qui était frustrant. OK, premier extrait. J'ai trouvé que c'était quand même révélateur parce que là, il y aurait pu avoir des sous-questions. Quand vous avez dit, Mme Harris a demandé à la journaliste que M. Biden avait une petite faiblesse au début du débat, mais qu'il était en pleine forme cet été, regrettez-vous? On écoute. Right after the debate, you insisted that President Biden is extraordinarily strong. Given where we are now, do you have any regrets about what you told the American people? No, not at all. Not at all. I have served with President Biden for almost 4 years now, and I'll tell you, it's one of the greatest honors of my career, truly. He cares so deeply about the American people. He is so smart and loyal
to the American people. Et là, on aurait pu lui demander, avait-il encore les capacités pour gouverner? Avez-vous été témoin de moments où ça ne s'est pas arrivé? Catherine, sur ce bout-là, a-t-elle été convaincante? Je ne pense pas, mais en même temps, je le répète, c'est pas un événement hyper important. Je pense qu'elle avait peut-être pas le choix de répondre ainsi, mais on l'a vu hier. En fait, elle a blâmé 10 ans d'une ère Trump divisive. C'est comme ça qu'elle l'a appelée. Une ère où finalement l'Amérique, on ne reconnaît pas les valeurs de l'Amérique et l'âme de l'Amérique. Donc, elle s'en sort comme ça en évitant le plus possible, à part certaines réalisations dont elle s'est vantée hier, de parler du bilan des 10 dernières années qui était majoritairement occupé par les démocrates avec M. Obama et M. Biden et elle-même dans cette administration-là. Donc, elle s'en tire un peu de cette manière-là, mais je pense qu'elle aurait pu avoir la question difficile sur la santé du président. Vous l'avez dit, Patrice. En fait, la question, Patrice, elle l'a eue. C'est simplement qu'elle a choisi de ne pas y répondre et que Mme Bache n'a pas fait de suivi. Et on l'a vu sur cet enjeu-là, on l'a vu sur la question de l'asile politique à la frontière. Pourquoi est-ce que ça a pris plus de 3 ans avec l'administration Biden change son fusil d'épaule? Pourquoi est-ce que Mme Harris a changé de position sur tel enjeu? À une question qui était bonne et pertinente à la base, Mme Harris a esquivé et au lieu de la relancer, on est parti ailleurs. Ça a été ça l'histoire de l'entrevue. Je vais vous parler de la fracturation hydraulique. Ça nous rappelle ici les débats au Québec sur le gaz de schiste, puis il y a eu finalement un moratoire. Elle était contre et ça joue en Pennsylvanie, État peut-être le plus important dans les États clés. Je vous fais entendre la réponse qu'elle a donnée. Elle dit qu'elle maintenant, elle est pour qu'on aille extraire du gaz. On écoute. Do you still want to ban fracking? No, and I made that clear on the debate stage in 2020, that I would not ban fracking. As vice president, I did not ban fracking. As president, I will not ban fracking. In 2019, I believe, in a town hall, you said you were asked, would you commit to implementing a federal ban on fracking on your first day in office? And you said, there's no question I'm in favor of banning fracking. So yes. So it changed in that campaign? In 2020, I made very clear where I stand. We are in 2024, and I've not changed that position, nor will I going forward. Bon, Michel C. sur la fracturation hydraulique, parce qu'en Pennsylvanie, c'est un thème qui revient, puis les républicains jouent beaucoup là-dessus en disant « elle n'est pas claire, elle ne voudra pas ». Qu'en pensez-vous? Bien, d'abord, là, elle était claire. Elle dit, je ne l'interdirai pas. Quelqu'un a le droit de changer d'idée dans la vie, mais dans un extrait qu'on n'a pas vu, elle disait aussi, quand j'étais contre la fracturation, c'est parce que je crois que les changements climatiques sont un danger énorme et que ça jouait là-dedans. Maintenant, je suis convaincu que ça ne joue pas dans les changements climatiques. Je ne suis pas sûr que si vous posez cette question-là à Stephen Guilbeault, par exemple, il va vous donner la même réponse. Mais ça, c'était un peu faible et ça aurait eu justement un bel endroit pour faire une sous-question. Oui, Raphaël, vous riez. C'était tellement bien dit par Michel que j'ai absolument rien d'autre à ajouter. Donc, c'est ça. Il peut y avoir des contradictions. Sur l'environnement, Catherine, elle dit, parce qu'elle est revenue beaucoup sur ses valeurs. Mes valeurs n'ont pas changé, mais là, évidemment, les gens, journalistes, intervieweurs, dans le débat qui s'en vient, on sera davantage dans le détail. Oui, absolument. Donc, ça a été intéressant, cet angle-là. C'était pas anodin, je pense, qu'elle dise « mes valeurs n'ont pas changé ». C'est comme si elle disait « je pile sur la peinture, je reviens sur certaines positions que j'ai prises dans le passé, notamment la fracturation hydraulique, parce que ça amène beaucoup de prospérité à l'État clé de la Pennsylvanie, aussi sur la décriminalisation de la frontière ». Et c'est comme si elle lançait un clin d'œil à ses électeurs en disant « mes valeurs n'ont pas changé, faites-vous-en pas, mais vous comprenez que les impératifs politiques prennent le dessus sur mes valeurs ». Alors, est-ce que les Américains vont adopter sa proposition, sa vision de l'Amérique et la manière dont elle vient de gérer son vire-capot, finalement, sur quelques enjeux? C'est la grande question. Est-ce qu'elle va vraiment aller chercher des indécis avec cette technique-là?
Et rassurer sur la frontière aussi, là. Oui. Le point que Catherine vient de mentionner est important, c'est-à-dire que c'est pas simplement un enjeu. C'est pas comme si elle avait changé de position sur seulement la question de la fracturation hydraulique. Il y a également la question de la frontière. Il y a la question de l'assurance maladie privée aux États-Unis. Est-ce qu'on devrait l'interdire? Est-ce qu'on devrait continuer à la permettre? Il y a la question du fait que Mme Harris supportait, appuyait dans le passé un programme de rachat des armes à feu, un petit peu comme on a vu dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie. Elle est maintenant en compte. Ça aurait pu, encore une fois, être beaucoup plus serré. Une fois que tout ça s'est dit, il y a un avantage majeur dont jouit Mme Harris pour ce qui est des changements de position. C'est-à-dire qu'elle fait face à un homme, M. Trump pour ne pas le nommer, qui a tergiversé sur à peu près tous les enjeux inimaginables et souvent en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines sur le même enjeu. Donc, ça lui donne... Encore aujourd'hui sur l'avortement. Exactement. Je m'en vais là. Exactement. Justement, bon, M. Trump qui est en Pennsylvanie aujourd'hui. Alors, on va l'écouter sur l'avortement parce que lui vote en Floride et il y aura des décisions à prendre. Et là, on ne sait plus, et vous allez m'expliquer où il se situe sur l'avortement, un sujet où là, les républicains sont sensibles. Oui, on va essayer de comprendre. Mais Donald Trump d'abord. There's an abortion-related amendment on the ballot to overturn the 6-week ban in Florida. How are you going to vote on that? Well, I think the 6-week is too short. It has to be more time, and so and I've told them that I want more weeks. So you'll vote in favor of the amendment? I'm voting that I am going to be voting that we need more than 6 weeks. Raphaël, expliquez-moi. Je ne le peux. Je ne le peux parce que ça ne s'explique pas, parce que ça ne se suit pas. En fait, je vais vous faire, Patrice, en moins d'une minute, une partie, ce n'est même pas la totalité, mais une partie de l'évolution des positions de M. Trump au cours des dernières années seulement sur l'enjeu de l'avortement. Il a commencé à la base, avant même de se lancer dans la campagne présidentielle de 2016, en se disant farouchement pro-choix, sans aucune exception. Après quoi, il est devenu un politicien qui se disait pro-vie lorsqu'il a brigué l'investiture du Parti républicain. C'est dit en même temps qu'il était pro-vie, qu'il était en faveur de financer publiquement le plus important organisme aux États-Unis qui fait des avortements, Planned Parenthood, pour ne pas le nommer. Après, c'est dit en faveur de punitions fédérales contre les femmes. Mais là, il est rendu où? Là, il parle en direct. Il est rendu où aujourd'hui? On ne le sait même pas. Sur la question précise qu'on lui a posée par rapport à une mesure sur laquelle les gens en Floride vont voter en novembre, est-ce qu'on devrait, et je simplifie la question, est-ce qu'on devrait ou non permettre l'avortement jusqu'au moment de viabilité du fœtus? La réponse était complètement floue. Et sa campagne, parce qu'on pose encore la question à savoir comment est-ce que le président va voter, a fini par dire on ne le sait pas encore parce qu'il n'a pas encore décidé lui-même. OK. Catherine, sur la question de l'avortement... Oui, Michel, allez-y. Il y a une chose qui est claire, par exemple, c'est que la décision de la Cour suprême, c'est sa Cour suprême. C'est lui qui a nommé ces juges-là. Des fois, en faisant des courts-circuits pour nommer, par exemple, la dernière juge en pleine campagne électorale, alors que c'est qu'on fait pas ça d'habitude. Alors, ça... Il peut bien dire ce qu'il veut là, maintenant sur l'avortement. La décision qui a renversé Roe v. Wade, c'est lui, et c'est lui qui va en payer le prix politique. Catherine, sur l'avortement, je répète, républicain plus vulnérable là-dessus. Oui, bien en fait, je pense que l'opération d'hier, c'était pour viser le vote des femmes. Hein. Il avait la politicienne Tulsi Gabbard, qui était démocrate et qui est maintenant ouvertement républicaine. Elle a joint les rangs de M. Trump. C'est vrai que c'est confus sur l'avortement, mais et alors? Lui, ce qu'il voulait hier, c'était faire un pas vers le centre et faire parler de lui comme quoi il commence à être un peu plus mou au niveau de l'avortement, sur le nombre de semaines. Les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire, sauf les électeurs démocrates le savent très bien. Il a fait la même chose sur la procréation. Alors, c'est le message qu'il voulait lancer hier. Il s'en va vers le centre aussi. Il essaie de trouver des moyens d'aller chercher quelques votes dans les États clés. Mais lors du débat du 10 septembre, il va falloir que ça soit clair du côté de M. Trump. Raphaël, 10 secondes. En 10 secondes, oui. En même temps, il va falloir que ça soit plus clair également du côté de Mme Harris. On a deux politiciens qui ont changé diamétralement de position sur une foule d'enjeux et qui vont être appelés à rendre un minimum de compte s'ils finissent par débattre le 10 septembre prochain. Nouveau sondage, Wall Street, on va les voir. C'est inouï comment ça reste tellement serré. 48-47, le Wall Street. Est-ce qu'on a... opinion favorable ou défavorable de Trump et Harris. 45 une opinion favorable de M. Trump, 49 Mme Harris, et défavorable, 53-49. Ils sont assez mal aimés,
Mais il y a deux blocs qui se regardent, qui ne bougent pas beaucoup, Catherine, c'est ce que vous avez dit. Oui, mais c'est aussi, il ne faut pas oublier qu'avec les républicains, on est encore loin de l'élection, je le sais. Mais n'oubliez pas, la prime à l'urne, les républicains vont sortir leur expression de leur vote un peu plus tard que les démocrates, là. OK. Donc, vous dites que les républicains pourraient être un peu sous-estimés dans ces sondages nationaux. Même s'il est très tôt, oui. Effectivement, mais les blocs, c'est très serré, c'est extrêmement serré. Michel Auger, difficile d'imaginer encore plus serré, mais là, ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Oui, elle a monté un peu. Et dans les États clés, on en parlait hier avec Raphaël, c'est kiff-kiff, 3-3, Pennsylvanie, c'est égal-égal. C'est très serré. Ce qu'il faut dire sur ce sondage-là du Wall Street Journal, c'est que c'est la première fois qu'ils mettent Mme Harris en avance, alors qu'ils ont longtemps mis M. Trump en avance, alors que d'autres sondages ne le disaient pas. Mais à la fin, c'est extrêmement serré. Ce pays-là est divisé en deux, presque dans deux parts identiques. Même quand la plus belle victoire des démocrates ces dernières années, c'est le premier mandat de M. Obama. C'était pas une grosse victoire quand on regarde. Et la prime la plus importante, on l'a déjà dit, mais il faut toujours le répéter, est au collège électoral. Le collège électoral n'est pas biaisé, mais il donne un avantage aux républicains parce que les petits États ont plus de poids que les gros États, toute proportion gardée. Alors ça, alors quand on a quelque chose d'aussi serré que ça, 48-47, là, ça ne reflète pas le collège électoral, puis le collège électoral peut beaucoup jouer en faveur des républicains. Raphaël, on peut même avoir l'impression jusqu'ici que oui, il y a des petits soubresauts. Oui, Mme Harris, il y a eu bel et bien un mouvement de l'aiguille, mais que la campagne est presque accessoire, que les blocs sont tellement rigides que ce qui se dit dans les grands médias et tout ça, Catherine n'arrête pas de dire que c'est pas important hier, là, mais que ça n'a pas une importance si grande. Elle a raison, parce que c'est vrai. Ce qui s'est passé, en fait, dans le dernier mois, c'est que Mme Harris a comblé le déficit qu'accusait M. Biden. Donc, les choses ont vraiment bougé dans les semaines qui ont suivi directement le départ de M. Biden, l'arrivée de Mme Harris. Mais depuis, et ça inclut depuis la Convention démocrate, et pendant la semaine de la Convention démocrate, ça a arrêté essentiellement de bouger. Là, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps, je simplifie à très gros traits, mais il reste qu'au net, quand vous combinez la Convention démocrate et le retrait de Robert Kennedy Jr., son appui à M. Trump, l'impact semble avoir été, et on en a plusieurs maintenant, des sondages, à la fois dans les États clés et à l'échelle nationale, ça semble être quasiment nul. Donc, c'est quoi le portrait d'ensemble en arrivant à la semaine de la fête du travail? À l'échelle nationale, en moyenne, très, très légère avance de Mme Harris. Michel l'a mentionné, effectivement, le sondage du Wall Street Journal a été, de façon générale, plus favorable à M. Trump depuis le début du cycle électoral. En moyenne, elle est peut-être en avance par à peu près 2 points. Dans le collège électoral, écoutez, les 7 États clés, c'est pas compliqué, Patrice, là, lorsqu'on regarde la moyenne des sondages, il n'y en a aucun des 7 dans lequel un ou l'autre, Trump ou Harris, a 2 points ou plus d'avance. Incroyable. C'est peut presque pas être plus possible. Dans les sondages, sur des marges d'erreur de 3 et de 4 Exactement. Faut pas Presque pas l'oublier non possible, plus. Michel. C'est presque... C'est incroyable. Nous qui avons vécu le référendum de incroyable, mais 1995, on devrait savoir ce que ça veut dire d'avoir deux blocs un en face de l'autre. Tellement bonne réponse. Vendredi prochain, je vais vous parler, mais je serai à Philadelphie, mais on va essayer de se faire un panel de là-bas. On va essayer de patenter des trucs. Raphaël, Catherine, Michel C., bonne longue fin de semaine.